Remue-ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-ménage. Remue-ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, tous les intellectuels. Avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-ménage. La menace terroriste au Sénégal, quelle analyse en faire? Le Sénégal a-t-il les moyens de la juguler? Les hôpitaux sénégalais, pourquoi sont-ils si malades? Quels sont les remèdes? Coopération Sénégal-France avec le dernier séminaire intergouvernemental de Paris. Quelle lecture? Quels sont les dessous de cette coopération? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue-ménage reçoit ce dimanche 22 octobre Bakary Samb, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur du Tumbuktu Institute, coordonnateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique, et Omar Khadidem, spécialiste des sciences politiques, des questions sur l'armée, des partis politiques et des régimes africains. Remue-ménage, dimanche 10h, 11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité, RFM. Bienvenue, nous sommes dimanche 22 octobre 2017. Avec nous, Bakary Samb, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur de l'Institut Tumbuktu Institut et coordonne dans cet institut l'Observatoire des radicalismes des conflits religieux en Afrique, et Mamadou Hadi Dème, qui est docteur en Sciences Po, spécialiste des armées, des partis politiques et des régimes africains. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité de la semaine, c'est ce terroriste qui aurait été arrêté à la frontière du Sénégal et de la Mauritanie à Rosso, bien sûr. En un mois, il y a eu au moins 3 arrestations concernant ces personnes, un Turc et un Marocain. Le Sénégal semble être aujourd'hui en ligne de mire de ces terroristes parce que l'information avait été donnée par l'ambassade des États-Unis qui demandait à ses compatriotes d'éviter les hôtels de bord de mer. Bakary Samb, est-ce que la menace contre le Sénégal se précise-t-elle de plus en plus? Merci Alassane de ton invitation. C'est toujours un plaisir de venir débattre dans ce studio avec d'éminents intellectuels tels que mon confrère aujourd'hui. Je crois que la menace est globale, telle que je l'avais dit depuis 2013 sur le premier rapport sur le Sénégal, grand angle sur le radicalisme religieux et la menace terroriste au Sénégal avec l'Institut d'études de sécurité. Maintenant, la menace concerne tous les pays. On est dans une forme de vulnérabilité généralisée et je pense que dans une telle attitude, comme je l'ai dit hier, dans une telle situation, la pire des attitudes serait la psychose. Le continent africain est certes le continent le plus touché avec 4523 attentats, donc qui touche 44 pays sur 54. Donc il n'y a pas une exception. Seulement, aujourd'hui, la manière de communiquer sur ces événements-là pose un certain nombre de problèmes. Si l'on sait qu'en Afrique, c'est un fait mondial. Pendant longtemps, on est resté dans le déni et on ne voulait pas même que les intellectuels, les chercheurs parlent de cette menace, alors qu'en 15 ans, les attaques terroristes sont multipliées à hauteur de 600%. Donc le Sénégal est resté un îlot de stabilité dans cet océan d'instabilité, mais ne pas faire de figure d'exception. Seulement, il faudra aussi bien gérer cette menace-là, ce que nos forces de sécurité et de défense sont en train de faire, mais aussi gérer la communication autour. Et je crois que sur ce point-là, l'ambassade des États-Unis, qui parle d'attentats imminents, n'avait pas la même responsabilité que l'État du Sénégal. L'ambassade des États-Unis était préoccupée par la protection de ses citoyens, mais l'État du Sénégal devait en même temps gérer une menace, mais gérer l'information autour pour prémunir notre économie et la stabilité du pays. Justement, Mamadou Hadidem, ce qui semble un peu surprendre beaucoup de Sénégalais, c'est la non-communication du gouvernement du Sénégal par rapport à ce genre de situation. Dans des pays où ces menaces sont là, il y a des porte-paroles qui parlent, qui expliquent aux populations. Mais là, silence radio. Je vous remercie Alassane d'abord pour l'invitation et je salue mon confrère Bakary Samb que j'ai l'honneur de rencontrer aujourd'hui. Je salue par la même occasion tous les auditeurs de la radio Futur Média. Donc je pense que le thème que nous abordons tout à l'heure est un thème extrêmement
préoccupant. En ce sens que aujourd'hui on assiste, mais avec une certaine faiblesse, à l'internationalisation de ce phénomène, du phénomène du terrorisme. Ce qui fait que aucun État n'est aujourd'hui à l'abri. Et il y a plusieurs concours de circonstances qui ont fait qu'on en est arrivé aujourd'hui à cette internationalisation donc du phénomène du terrorisme. On avait longtemps estimé que, dans les analyses de certains spécialistes, que la faiblesse institutionnelle ou la faiblesse des forces armées était une hypothèse qui expliquait donc les phénomènes terroristes. Mais aujourd'hui, on voit que de telles hypothèses ne tiennent plus la route, en ce sens que même les grandes puissances sont aujourd'hui confrontées à ces défis sécuritaires. Il faudra peut-être replacer ce phénomène dans le contexte global de la mondialisation, qui favorise donc une intensification des flux transnationaux, et que aujourd'hui tous les États sont aujourd'hui confrontés à une gestion de leurs frontières. C'est comme si c'est une certaine remise en question un peu de leur souveraineté, en ce sens que si on ne maîtrise plus ses frontières, on a un sérieux problème donc de maîtrise de sa souveraineté. Donc le Sénégal ne fait pas exception, comme l'a dit mon confrère Bakary, ne fait pas exception dans cet océan d'instabilité, pour reprendre ses propos. Donc ce qu'on attendait après la déclaration donc faite par l'ambassade des États-Unis, c'était une reprise par les autorités publiques de cette information pour voir déjà la véracité de tel propos. Et je pense que ce que j'attendais moi, c'était au moins une déclaration, à défaut d'une conférence de presse du procureur de la République, au moins une déclaration juste pour voir déjà la véracité de tels propos, mais aussi rassurer l'opinion publique, rassurer les populations et éviter que cela crée une psychose. Parce que si la psychose s'installe dans l'espace public, il peut y avoir donc des conséquences dramatiques, des conséquences néfastes. Donc c'est quand même regrettable qu'on n'ait pas de déclaration officielle donc de l'État du Sénégal, soit du ministère de l'Intérieur ou du procureur de la République sur cette question. Les conséquences sont déjà là, parce qu'il y a un hôtel qui avait prévu plus de 600 nuitées annulées, une grande conférence qui devait avoir cette semaine sur des Nations Unies annulée. Il y a les récifs ou bien certains hôtels qui sont au bord de la plage qui ont vu que la clientèle a drastiquement diminué. Bakary. Je pense que, comme je l'ai dit, il ne faut pas céder à la psychose. Des pays comme le Sénégal vivent avec la menace. Aujourd'hui, la France, si on compare en termes de nombre d'attentats, Paris serait moins sûr que Dakar, avec en moyenne 5 attentats par année. Pourtant, ça reste la première destination mondiale. Ça, c'est très important. Mais comment faire justement pour maintenir cette confiance, en même temps assurer la sécurité? Oui, il faut maintenir la confiance avec de la communication, mais surtout construire les résiliences. La Côte d'Ivoire avait été touchée, mais la Côte d'Ivoire, économiquement, n'est pas aujourd'hui affectée par l'attentat de Grand Bassam. Donc, il faut une bonne communication gouvernementale, et je pense que, comme je l'ai dit, c'est une différence dans les responsabilités. Le Sénégal, c'est vrai que depuis 2013, avec les alertes, etc., lorsque je parlais de ces sujets au Sénégal, je passais pour l'alarmiste, etc. Aujourd'hui, je ne suis plus le seul à le dire. La menace, elle est là, mais il fallait gérer ça depuis très, très longtemps. Mais je pense aussi que nos forces de sécurité et de défense gèrent la menace comme elles peuvent. Et même je suis sûr, presque sûr, que nos forces de sécurité et de défense détenaient les mêmes informations que l'ambassade des États-Unis, mais elles étaient dans la logique de pouvoir gérer en même temps une information, mais une menace. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les critères d'évaluation de la menace ont complètement changé. Avant, il s'agissait de dire, est-ce qu'il y a autant d'éléments radicalisés dans tel pays pour que ça puisse basculer. Aujourd'hui, avec la porosité des frontières, nous avons fini une étude sur Rosso qu'on va publier le Timbuktu Institute ce mois-ci. Et elle dit quoi cette étude? L'étude sur Rosso dit des choses assez contradictoires. Rosso, c'est une passoire, c'est ça? Rosso, en même temps, on était très rassurés sur le nombre de jeunes
le faible nombre de jeunes qui adhéraient aux idéologies radicales, qui rejetaient, et il y avait une forte résilience des confrères, notamment la Tidjaniya, et que les mouvements salafistes ne représentaient même pas 0,46% des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Mais en même temps, on nous a signalé une forme de porosité des frontières qui montrait qu'il y avait du passage des Pakistanais, d'autres nationalités, et que aujourd'hui on se rend compte que le voisinage avec la Mauritanie pose un certain nombre de problèmes qui nous interpellent, mais aussi le fait que le Sénégal devienne un passage. Rappelons-nous, parmi les auteurs de l'attentat de Grand Bassam, certains qui étaient arrêtés avec des puces de Guinée-Bissau, donc qui ont dû traverser nos territoires, etc. Aujourd'hui, donc, cette porosité des frontières pose un problème. C'est le phénomène de ventre mou autour des frontières du Mali, qui ne sont plus un problème seulement pour le Mali, mais pour tous ses voisins. Le Burkina Faso avait été frappé à partir des frontières maliennes, à partir de l'attentat de Oursi en 2015, mais aussi d'autres pays comme le Niger, dans la région de Bani Bongo, avec le Moujao, ses incursions quasi quotidienne. Donc, tout pays voisin du Mali doit gérer ses frontières. Le Sénégal a pris des dispositions, notamment dans ce qu'on appelle la gestion mixte, mais aussi les patrouilles mixtes entre le Sénégal et le Mali pour mieux gérer ces frontières-là. Mais je pense qu'il faudra redoubler de vigilance dans un environnement où on est en voisinage de la Mauritanie, qui fait partie du G5 dont nous ne sommes pas. Et en même temps, cette transnationalité des acteurs qui ne garantit plus une forme de souveraineté pour les États. Mais est-ce que le fait qu'aujourd'hui, sur le plan international, que l'État islamique soit affaibli à Raqqa, en Syrie, soit affaibli un peu partout, est-ce que cela peut aujourd'hui lâcher ce qu'on appelle les terroristes dans la nature, qui peuvent aujourd'hui traverser beaucoup de frontières, y compris celle africaine, celle du Sénégal? Moi, je pense que sur le plan international, la gestion des questions relatives au terrorisme, on ne se pose pas toujours les bonnes questions. Et quand on ne se pose pas les bonnes questions, on n'aura pas les bonnes réponses. Et quand on n'a pas les bonnes réponses, les mesures qui sont prises n'auront pas d'effet. Le problème majeur du terrorisme international aujourd'hui, sur lequel la communauté internationale devrait se pencher, c'est justement les sources de financement de ce terrorisme. Je ne sais pas pourquoi cela constitue une question taboue donc dans les débats internationaux, mais aujourd'hui, tant qu'on ne règle pas la question donc du financement du terrorisme, tant qu'on ne règle pas la question de l'armement des mouvements terroristes, c'est-à-dire où est-ce qu'ils se procurent les armes, où est-ce qu'ils trouvent des fonds justement pour maintenir leur action, pour pouvoir mener leur action à travers le monde, tout ce qu'on apportera en termes donc de solutions au niveau des États n'aura pas d'impact. Aujourd'hui, effectivement, c'est vrai que on parle d'affaiblissement de l'État islamique, etc. Et comme vous l'avez dit, est-ce que aujourd'hui, si on arrivait à affaiblir l'État islamique, ce ne serait pas une occasion de laisser d'autres terroristes dans la nature? On peut dire oui, parce que aujourd'hui, quand on analyse à fond ce qui se passe au nord du Mali, on sait qu'il y a des liens étroits avec la chute du régime libyen, qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs circulent, beaucoup d'armes circulent. Donc, je pense que la gestion des questions terrorisme doit être une gestion globale, doit être analysée, doit être menée par une certaine coopération internationale, renforcée par le multilatéralisme intergouvernemental. Aujourd'hui, aucun État ne peut, de façon isolée, lutter seul contre le terrorisme. Aucune organisation ne peut lutter seule contre le terrorisme. Donc, d'où la nécessité donc de reprendre les choses en main en favorisant donc des actions intergouvernementales pour arriver à neutraliser donc ces mouvements terroristes, tout en mettant au centre de la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question du financement et la question de l'armement des mouvements terroristes. Bakary, vous parliez tantôt de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, qui de plus en plus deviennent des ventres mous. Mais aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent par rapport au cas d'Algérie. Bouteflika est très vieux, très malade. Certaines voix s'élèvent aujourd'hui en Algérie pour demander qu'il parte, qu'il quitte le pouvoir. Et certains disent que son départ pourrait créer une guerre des clans en Algérie, et que là-bas aussi, la sécurité qui était gérée là-bas avec le fils, entre autres, qui était en Algérie, peut être aussi une sorte d'explosion de ces terroristes-là qui vont essaimer l'Afrique de l'Ouest. Effectivement, l'intérêt
que manifestent aujourd'hui les Américains par rapport à la région d'Agadez au nord du Niger montre qu'il y a de grands enjeux qui vont se jouer dans cette partie du Sahel, mais aussi en Algérie. Et je parlerai de l'Algérie. Mais quand on regarde le sud libyen, par exemple, qui risque de devenir le nouveau sanctuaire de ces djihadistes après la chute de l'État islamique en Orient, un certain Abou Walid al-Sahraoui, ne l'oublions pas, qui va beaucoup faire parler de lui dans les mois à venir, avait théorisé une forme d'occupation. Il cherche un espace qu'il ne trouve pas dans le Sahara algérien où Belmokhtar est bien présent, mais ici, il essaie de se déployer au jeu dans le Kawar nigérien et on risque d'arriver à de nouveaux conflits. On avait seulement le conflit des Touaregs, mais on a les Toubous qui sont présents au Niger, qui sont présents au Tchad, etc. Mais l'Algérie, le futur de l'Algérie concerne l'Afrique, concerne tous les États du Sahel. S'il y a chaos en Algérie, c'est non seulement une recrudescence des attaques. Ce qu'on voit, c'est que il se joue quelque chose de très important là, entre la France et l'Algérie au nord du Mali. L'Algérie qui ne voudrait pas d'un État touareg et qui, dans son imaginaire, serait un État touareg favorable à la France, donc une base militaire française à ses frontières. Mais aussi, s'il y a chaos algérien, c'est non seulement un redéploiement des forces et une invasion djihadiste beaucoup plus massive, mais aussi c'est un problème en France avec une immigration massive qui va se déployer sur le côte méditerranéenne et c'est la France qui est le pays qui serait l'un des pays les plus menacés par un chaos algérien. Donc aujourd'hui, devant toutes ces questions-là, je pense que nos pays ont besoin de prospective. Nos pays ont besoin de penser. Qu'a-t-on fait pour préparer le retour éventuel de nombre de Sénégalais et d'autres qui sont partis au djihad en Libye, en Syrie, etc. L'Europe essaye, et c'est là où il y a quelque chose de véritablement étrange. L'Europe est devenue un continent exportateur de djihadistes. C'est pour cela que je relativise très souvent la thèse sur la pauvreté. Ces jeunes-là sont certes en quête de chance, mais aussi en quête de sens. L'idéologie est un maillon très important qu'on est en train de négliger, d'où la question du financement, d'où la question du sens, et que l'Afrique aujourd'hui est devenue cette nouvelle terre où on joue certes sur les vulnérabilités politiques, la pauvreté, etc. Mais cela n'explique pas tout. Il faut de la prospective, il faut penser à ces questions-là qui nous interpellent et avec nos propres paradigmes. Justement, sur ces questions aussi importantes et sensibles pour l'avenir d'un pays, on n'entend jamais les partis politiques sénégalais prendre ces questions en charge. Il y a des querelles politiciennes de Jean et de Paul, quitte là, que je m'y mette. Mais on n'entend pas au Sénégal aujourd'hui un débat profond, une réflexion profonde sur ces questions éminemment, non seulement politiques, mais de sécurité. Parce que vous savez, Alassane, les gens pensent que le rôle d'un parti politique, c'est juste de participer à des élections. Alors que... C'est un drame, hein. C'est un drame. Il n'y a pas de débat. Un parti politique doit avoir un rôle donc de formation et d'encadrement citoyen. La participation à des élections peut être un plus, mais il doit participer donc à encadrer, à former et à sensibiliser des citoyens. Et sur cet aspect-là, nos partis sont extrêmement invisibles. Ils sont inexistants sur ce terrain-là. Une sorte d'indigence. Ce que l'on voit, c'est justement le plus souvent des querelles de borne-fontaine entre une opposition et le parti au pouvoir. Donc, aucun des deux camps donc ne sort du lot. Ce que la majorité qui gouverne nous sert en termes de débat, c'est pareil que ce que l'opposition qui est en quête donc du pouvoir aussi nous sert de notre côté. Et on ne peut pas trop compter donc sur les partis politiques pour apporter un débat constructif sur des questions éminemment importantes comme celles qui sont liées donc au terrorisme. On doit, je pense, profiter du rôle social de l'université. On doit mettre en avant tout ce qu'on a en termes de production scientifique au niveau des universités. Mettre en place donc des laboratoires, équiper des laboratoires qui sont spécialisés sur ces questions-là et leur faire jouer un rôle social. Le problème dans nos pays, c'est que on cantonne l'université à un rôle de formation uniquement, sans pour autant lui faire jouer un rôle social, un apport social. On doit sentir l'apport social donc de l'université. On doit appuyer les chercheurs spécialistes sur ces questions-là pour pouvoir donc produire quelque chose que les gouvernements devraient réutiliser.
il doit y avoir ce rapport entre production scientifique et utilisation par les pouvoirs publics donc de cette production scientifique. Et sur ce domaine-là aussi, on ne sent pas justement ce lien étroit entre pouvoir public et université. Le plus souvent, ce sont des rapports extrêmement tendus, des rapports extrêmement détériorés qui sont là. Et on devrait revoir cela. On devrait faire jouer à l'université toute sa partition, au-delà donc de la formation, lui faire jouer un rôle de recherche et que les pouvoirs publics s'approprient donc cette recherche-là. D'un autre côté, sur le plan purement politique, il y a un tabou qui a toujours encadré ces questions liées à ces sécurités-là. Et ce tabou, il a une origine sociale. Donc, dès que vous vous mettez donc à parler de questions d'insécurité, de questions liées à des questions de terrorisme, etc., il y a le plus souvent une sorte donc de rejet de la société. On vous taxe d'être un catastrophiste, etc. Alors que les pouvoirs publics ne devraient pas donc tomber dans ce rejet qui fait que on encadre d'un certain tabou ces questions qui sont relatives à la sécurité. Je pense qu'elles devraient être décortiquées, elles devraient être analysées à fond et que des mesures soient prises mais de façon anticipée. Qu'on anticipe sur les éventualités et ne pas laisser que les choses nous tombent dessus pour apporter donc des solutions. Oui. Bakary, est-ce que vous sentez qu'il y a une stratégie mise en place par rapport à ces questions bien précises, aussi bien partagées par rapport avec le gouvernement, l'opposition, la société civile? Est-ce que ces questions sont posées? Est-ce qu'il y a une réflexion derrière tout ça? Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont des Franco-Sénégalais peut-être, qui quittent la France, qui passent par le Sénégal et qui vont en Turquie pour aller en Syrie. Le Oumar Diaby avec son frère Baréane qui sont là-bas en Syrie, sont passés à Dakar pour aller en Syrie. Est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça pour voir qu'est-ce que le Sénégal propose face à ces questions qui sont des questions qui sont là sur la table? Le rapport que nous avions publié en 2013 avait suscité l'ire de pas mal d'hommes politiques, mais aussi de la société civile, de personnalités religieuses, etc. Mais avait quand même le mérite de susciter un nouvel intérêt sur cette question-là. Je pense qu'au Sénégal, on commence à mettre en place des structures. Aussi bien au niveau de la réflexion, il y a eu la création du Centre aux études en défense et sécurité, dirigé par le général Paul Diaye, qui a été créé dans cette lancée-là. Il y a aussi la mise en place par le Sénégal, quand même, de la CLAT, la cellule de lutte antiterroriste, à partir des années 2014 jusqu'à présent, et qui maintenant est remplacée par le SICO, au Conseil interministériel, qui réfléchit, et dans un cadre inclusif, qui commence de plus en plus à faire appel à l'expertise de Sénégalais et d'autres qui réfléchissent. Je les ai beaucoup les universitaires en participent, les chercheurs sénégalais. Il y a des chercheurs qui participent au niveau du CHETS, par exemple, les enseignements sont transversaux, les universitaires sont là, comme le professeur Babacar Gueye, Fatou Sarr, d'autres. Donc, on essaie de mener une réflexion aujourd'hui qui est transversale. Et je crois que c'est très important. Mais là où le bas blesse, c'est que il manque une réflexion maintenant, même au niveau des universités, où on a toujours considéré qu'il fallait faire de l'académisme, publier de grands articles qui vont être dans de grandes revues qui vous permettront de passer au CAMES, mais en même temps, oublier de publier des choses qui peuvent éclairer la décision politique, tomber dans ce qu'on appelle les policies. Alors qu'aujourd'hui, à l'ère de la diplomatie d'influence, de beaucoup de choses, il faut que l'université nourrisse la réflexion stratégique. Vous savez que dans un pays comme le nôtre, peut-être on va en parler sur le pétrole, etc., où on a besoin de formation de compétences spécifiques au secteur à forte croissance. Aujourd'hui, c'est le FUNIAP qui dit que le Sénégal traîne des lacunes par rapport à cela. De grandes questions qui se posent sur l'impact de la croissance sur les jeunes. Dans un pays où on est 32% de la population entre 10 et 24 ans. Les moins de 25 ans sont à plus de 60%. Il faut donc investir dans l'éducation. Et comme je le dis, la communauté internationale a une responsabilité là-dessus. Et je le dis, au deuxième forum de Dakar, la communauté internationale a au moins 40 ans de retard par rapport au réseau qu'on essaie de chasser aujourd'hui. On n'a pas eu les moyens d'aider l'Afrique pendant les sécheresses. Ce sont des pays vendeurs de pétrole qui sont venus creuser des puits et construire des mosquées en même temps. On n'a pas laissé à l'Afrique des choix économiques. On nous a imposé les politiques d'ajustement structurel qui ont tué l'éducation, la santé, le social. Et quand l'État
laisse cet espace-là, d'autres l'ont occupé et on en voit aujourd'hui la conséquence au Mali et dans d'autres pays. Mais cela veut dire qu'il faudra que nous réfléchissions véritablement sur cette question-là, entre les besoins économiques certes, mais aussi les questions de prospective et voir devant ce développement-là, on annonce le pétrole, etc., quelle sera véritablement la place des jeunes et du développement du capital humain. Justement, face à cette menace, est-ce qu'il y a une réponse qui a été donnée vis-à-vis des jeunes? Parce qu'on voit aussi que parmi les jeunes djihadistes là, Boko Haram entre, il y a beaucoup de jeunes qui entrent. Peut-être ils ne croient aucune idéologie. Peut-être qu'ils se disent qu'ils sont dans un pays complètement désespéré où les pouvoirs publics pillent les pays, volent l'argent, ils n'ont rien à faire. Il faudrait bien qu'ils se lancent dans ces mouvements pour se nourrir. Est-ce qu'au Sénégal, il y a aujourd'hui une approche par rapport à cette jeunesse-là, qui est là, qui constitue 34%, comme il a dit, des chiffres du FUNIAB de 17 à 20 ans qui n'ont pas de travail? Ouais, sur le plan de la communication politique, de la communication institutionnelle, on avance quand même un certain nombre de programmes et de plans qui sont mis en place pour lutter contre le chômage des jeunes, pour apporter des alternatives au chômage. Je pense que l'État a mis en place un certain nombre de structures qui est chargé donc d'aider les jeunes, à défaut donc de créer des emplois, d'aider les jeunes à trouver des sources de financement et à impulser la dynamique de l'auto-emploi au sein des jeunes. Et comme preuve, il y a l'ANPEJ donc, et d'autres structures et d'autres fonds qui sont là. Mais le problème fondamental, c'est de se dire, est-ce que la mise en place donc, de ces structures et la mise en place donc, de ces fonds suffit? Et est-ce que on sent l'impact donc de la création de ces structures sur le chômage des jeunes? Je travaille avec une étudiante qui faisait son mémoire sur les questions de financement donc des jeunes, et l'une des conclusions majeures donc de son mémoire, c'était que il y a un déficit de communication, c'est-à-dire ces fonds qui sont destinés à financer l'emploi des jeunes, ces structures qui sont mises en place pour accompagner les jeunes dans leur recherche ou dans la mise en place donc de structures d'auto-emploi. Il y a un déficit donc de communication. Les jeunes ne sont pas suffisamment sensibilisés, ne sont pas suffisamment informés donc de l'existence. Elles sont inefficaces. Elles sont inefficaces dans ce cadre-là. Ils ne sont pas suffisamment donc informés déjà de l'existence de ces structures-là, mais aussi des procédures qu'il faut respecter pour pouvoir bénéficier soit de l'accompagnement de ces structures ou d'avoir des fonds pour l'auto-emploi. Donc, les réponses politiques apportées au chômage des jeunes s'avèrent inefficaces au jour d'aujourd'hui. On ne dira pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais il y a ce manque d'efficacité donc de ces structures-là. Le problème maintenant fondamental, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un lien direct entre le niveau de pauvreté et l'implication donc de ces jeunes au sein des mouvements terroristes? Je pense que ça, une étude devrait être fait pour éclairer justement la lanterne donc des citoyens. Parce que Bakary a signalé la dimension idéologique qui font que des jeunes qui sont en France, qui ont tout, qui vivent bien, qui décident quand même d'aller faire le djihad. Oui, bon, peut-être là aussi il y a une différence de contexte. Les jeunes qui sont enrôlés donc dans ces mouvements terroristes, ces jeunes de France dont on parle, ils ont grandi dans un contexte un peu d'exclusion. Sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice qu'ils vivent vis-à-vis donc des autres citoyens. On est arrivé en France, et cela est visible dans le discours de certains hommes politiques, à intégrer donc deux types de Français. On vous parlera donc de Français, point, et de Français issus de l'immigration. Et le plus souvent, ces Français issus de l'immigration sont cantonnés donc dans des quartiers, dans des HLM, donc avec un niveau de pauvreté, etc., souvent sans assistance. Et la formation donc de ces jeunes de banlieue, des HLM, souvent laisse à désirer. Donc ils vivent le plus souvent avec ce sentiment d'injustice, et le seul échappatoire qu'ils ont, c'est parfois l'internet et les vidéos donc qu'ils trouvent sur internet, et pour apporter donc aussi une sorte de vengeance face à cette injustice là. Cela les pousse donc jusqu'à mener donc des attaques contre le régime, contre les pouvoirs publics. Donc aujourd'hui,
il faudrait peut-être un peu relativiser le rapport pauvreté et djihadisme et revoir aujourd'hui ce qui explique donc justement le fait que des jeunes qui sont nés au Sénégal avec un niveau donc idéologique assez faible, donc du salafisme, etc., quand même parviennent à se retrouver du jour au lendemain enrôlés donc dans ces mouvements djihadistes. Oui, Bakary, tantôt nous parlions de plans d'ajustement structurel. Vous avez touché la question de la santé qui a été détruite en Afrique. Ça nous permet d'aller dans le deuxième point de notre débat, c'est par rapport à la gestion des hôpitaux. On a vu le cas de la fille Aïcha Diallo qui est décédée, mais on semble aujourd'hui peut-être mettre en épingle ce cas d'Aïcha Diallo, mais apparemment dans tout le Sénégal il y a quotidiennement des Aïcha Diallo. Des gens qui viennent dans les hôpitaux, on ne s'occupe pas d'eux, voilà, l'accueil est un peu désastreux, la façon de gérer les hôpitaux est devenue un vrai problème, les hôpitaux sont devenus pratiquement un mouroir. C'était véritablement un cas qui a attristé tout le Sénégal. Et je m'incline devant la mémoire de cette fille qui avait 12 ans, je crois, et qui avait envie de vivre aujourd'hui. Mais je crois que cette question, encore comme sur toutes les autres, nous nous sommes seulement intéressés sur les premiers maillons de la chaîne. Incriminer seulement le personnel hospitalier, qui est le dernier maillon de la chaîne, serait une réponse injuste et insuffisante par rapport à la question. Et parcellaire. Quand on parle de l'hôpital dépend bien d'un ministère. Le ministère dépend d'un gouvernement qui définit les priorités. On nous a parlé de couverture maladie universelle. On nous a parlé de protection sociale. Et je crois que c'est là où est le bas blesse. Il faut une véritable réflexion sur la notion de protection sociale, sur l'organisation de la politique sociale. La politique sociale ne se gère pas par des mesures de saupoudrage, mais c'est une réalité globale qu'il faut prendre dans sa globalité avec une réflexion beaucoup plus poussée. C'est triste. Et ce cas a révélé que c'était malheureusement le quotidien dans nos hôpitaux, où on peut incriminer un personnel médical, mais aussi on peut incriminer le manque de moyens et des raisons liées à beaucoup d'autres politiques. On a bien tendance chez nous de dire qu'en général, que l'État parfois décentralise les problèmes, mais centralise les moyens. Je crois qu'il y a beaucoup plus de réflexion à mener dans le sens de remonter la chaîne au lieu de s'attaquer seulement au premier maillon direct qui fait le face-à-face quotidien, mais aussi de revoir toute la chaîne, jusque dans les politiques ministérielles, mais aussi au niveau des orientations gouvernementales. Aujourd'hui, par exemple, à l'intérieur du pays, quand vous allez à Bakel, Tambacounda, Matam, Kanel, même des fois à Niassia, à Madina Mankagne, les hôpitaux peut-être sont là, les murs sont là, mais techniquement, il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien du tout. Donc les gens, ils vont à l'hôpital plus pour mourir que pour venir se faire soigner des fois. C'est ça que j'appelle s'attaquer au premier maillon, le maillon le plus visible, c'est le personnel hospitalier, et il faut s'attaquer au manque de moyens, au déficit de moyens par rapport à ce qu'on alloue à ces hôpitaux. Et je crois que ça nous amène à un problème important. Quand on voit le plan Sénégal émergent, l'axe 2 parle de capital humain. Et comment on peut parler de capital humain on ne pourra pas se mettre sur les voies de l'émergence que lorsque les jeunes seront en bonne santé. D'abord, instruits avec des compétences pertinentes. La santé, je pense, c'est une question fondamentale et que malheureusement, les politiques d'ajustement structurel ont joué un rôle assez négatif sur les structures sanitaires. On nous disait qu'il fallait faire moins d'État et mieux d'État. Cela a abouti à la catastrophe que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que là aussi, il faut réinventer la protection sociale avec les nouvelles formes de mutualisation et aujourd'hui prendre en charge ces Sénégalais qui sont démunis. Maud Haridem, comment soigner les hôpitaux qui sont malades? C'est une question extrêmement difficile à répondre. D'abord, avant de m'y aventurer, je vais dire toute la tristesse qui m'a habité quand j'ai appris cette nouvelle donc, sur les conditions de décès de cette jeune fille, Aïcha Diallo. Je m'incline et je présente toutes mes condoléances à sa famille. Le problème, il est extrêmement délicat. Il semble qu'il y a beaucoup d'Aïcha Diallo à travers le Sénégal. Il y a beaucoup d'Aïcha Diallo au Sénégal. On vient juste donc, la presse vient juste donc d'extérioriser un peu un cas. Mais il y a parfois des cas qui sont pires que celle d'Aïcha Diallo. Et les responsabilités sont profondes, les responsabilités sont partagées. Le problème, c'est que on nous chante partout que nous avons
en Afrique la meilleure faculté de médecine, que nous avons les meilleurs médecins en Afrique. Et comment se fait-il qu'on ait la meilleure faculté qui forme les meilleurs médecins en Afrique et que derrière, qu'on a les hôpitaux les plus dangereux, parce que nos hôpitaux ils sont quand même dangereux. Aujourd'hui, si on va au Sénégal jusqu'à aller, certains préfèrent aller se soigner en Mauritanie, d'autres préfèrent aller se soigner au Maroc, alors que le Sénégal forme les médecins mauritaniens, le Sénégal forme les médecins marocains et tunisiens et un peu partout en Afrique. C'est se dire qu'il y a un déficit de politique publique en matière de santé qui sont efficaces. Et ça, c'est de la responsabilité entière du gouvernement. On aura à incriminer peut-être les médecins, mais il faudrait déjà voir les conditions dans lesquelles ils travaillent. Le cas de la radiothérapie a mis à nu aujourd'hui le système de santé au Sénégal. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a un manque criard de politique publique de santé efficace. Les quelques politiques publiques qui sont mises en place, comme la politique nationale de développement sanitaire, qui va de 2009 à 2018, n'a jamais été évaluée. C'est-à-dire le problème fondamental chez nous, dans nos États, c'est que on met en place des politiques, on met en place un cadre juridique et institutionnel pour apporter des réponses face à un problème spécifique. On alloue des fonds pour cela, mais il n'y a jamais d'évaluation. On n'évalue jamais les politiques qui sont mises en place pour dire qu'effectivement, les objectifs de départ ont été atteints à 50%, ont été atteints à 100%, ont été atteints à 10%. Ou n'ont pas du tout été atteints. Et s'ils ne sont pas atteints, pourquoi ils ne le sont pas? Et ça devait être le travail des députés à l'Assemblée nationale. Ça, non seulement ça devait être le travail des députés, mais aussi ça devait être le travail du gouvernement. Parce qu'il faut qu'il y ait un contrôle à l'interne. Mais il n'y a pas de contrôle. S'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de responsabilités qui sont situées. Et s'il n'y a pas de responsabilités qui sont situées, il n'y a pas de sanctions. C'est ce que l'on voit dans nos hôpitaux. Et c'est ce qu'on voit partout dans l'administration publique sénégalaise. Aujourd'hui, on nous parle de déficit de communication. Effectivement, il y a un déficit criard de communication au niveau donc de ces hôpitaux qui a été à l'origine donc du problème de la prise en charge de cette fille. Et c'est quand même regrettable que pour parfois des questions minimes, on arrive à des pertes de vie. Donc, si on devrait situer les responsabilités, moi je dirais que 90% de la faute incombe donc au pouvoir central et que les médecins, leur part de responsabilité est quand même minime parce que ils travaillent non seulement dans des conditions extrêmement difficiles, mais il y a un surplus de travail. Parce que justement l'État ne recrute pas, on forme des médecins qui, à l'issue de leur formation, chôment, alors qu'on en a besoin dans les hôpitaux. On ne recrute pas des infirmiers pour aider les médecins sur les premiers soins au niveau des hôpitaux, etc. Et dans le monde rural, c'est encore pire. Il y a le déficit donc technique, il y a le déficit en ressources humaines, etc. Donc je pense qu'il faudrait déjà redéfinir une politique globale de santé, essayer donc de moderniser un peu les hôpitaux et que pour certains quand même appareils qui sont aujourd'hui indispensables au XXIe siècle, je pense que c'est quand même un peu une honte pour le Sénégal qu'on arrive que dans l'étendue du territoire qu'on n'ait pas de machines de radiothérapie. Pendant ce temps-là, le gouvernement était à Paris pour un séminaire intergouvernemental avec le gouvernement français. Un certain nombre de choses ont été annoncées avec ce qu'on appelle le truc de l'éducation. Il y a aussi été annoncé un fonds pour permettre à la diaspora de rentrer, le prolongement des visas, entre autres. Mais ce regain de comment on appelle ça, de disponibilité de la France vis-à-vis du Sénégal, est-ce que c'est le pétrole et le gaz qui est en bas? Ces intérêts français, comme l'a dit De Gaulle très clairement? Vous savez, quand la promise est belle, on ne discute pas de la dot. Et c'est vrai, lorsque nous étions en France, comme étudiants, parfois on voyait certains pays dont les étudiants avaient des privilèges qui étaient exonérés de frais de carte de séjour. C'était le Gabon, c'était d'autres pays. Le Gabon avait du pétrole. C'était l'Algérie. Donc je crois que la place du Sénégal aujourd'hui est une place où il faut être. Et bon, la France y est depuis plus de 300 ans et a ses intérêts et je pense qu'elle essaye au mieux de sauvegarder ces intérêts-là.
Et je crois qu'on en aura d'autres. Mais en même temps, au lieu que cela crée une forme de monopole, cela devait aider le Sénégal de se débarrasser de tout hégémonisme. Parce que comme je le dis très souvent à mes étudiants sur les relations internationales, la nouvelle force des faibles, c'est le gros souci que les puissants ont aujourd'hui pour leur image. On le voit. Politique d'immigration beaucoup plus bienveillante, les visas, peut-être à l'élite, les facilitations, etc. C'est normal, je pense que c'est une bonne amélioration qu'il faut saluer. Il ne faut pas être négatif non plus. Au regard du partenariat, mot que je préfère à la coopération, entre la France et le Sénégal. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal devrait saisir cette opportunité-là et ne pas rater ce rendez-vous, ce grand rendez-vous avec lequel que nous avons avec le pétrole, et en gardant à l'esprit quand même qu'aujourd'hui, les statistiques sont formelles. 60% des personnes les plus pauvres vivent aujourd'hui dans les pays les plus riches en ressources naturelles. Il ne faut pas l'oublier. La coopération, c'est une chose, mais aussi la sauvegarde des intérêts nationaux en est une autre. Mais quelle stratégie que le Sénégal doit mettre en place face à cette France qui a très clairement dit dans 2 rapports, avec le Sénat français, l'Afrique c'est notre avenir, avec l'avenir Montaigne, où Macron et le nouveau président français, un des actionnaires ou un des participants, avait dit clairement qu'il faudrait qu'on revienne sur nos 2 pieds en Afrique. De toute façon, la France, Comment faire pour justement ne pas être happé par cette France qui semble un peu gourmande? De toute façon, la France et les puissances occidentales ont toujours su, ils n'ont jamais perdu de vue que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Et c'est ce qui fait que en 1960, quand il y a eu les indépendances, il y a eu juste que des indépendances politiques. C'est-à-dire on a eu de nouveaux drapeaux, on a eu de nouvelles hymnes nationales, des palais présidentiels, etc. et des gouvernements autonomes. Mais l'indépendance économique n'a jamais été quelque chose de réel. Et cela se traduit par ce qu'on appelle globalement le néocolonialisme. Mais est-ce que nos pays ont une stratégie pour faire face à cette coopération ou bien ce partenariat gagnant? Est-ce que nos pays ont une stratégie pour ça? À l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'on a des stratégies gagnant-gagnant dans ces partenariats-là. Et je le dis par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui. Moi, j'ai été un peu... Je comprends pas toujours donc pourquoi ce séminaire où le Premier ministre se déplace quand même avec l'ensemble du gouvernement et que à l'issue de ce séminaire... Avec 13 ministres, pas l'ensemble, de 13 ministres. 13 quand même. Je comprends, il faut préciser. 13 ministres. Et que à la fin... On nous dit que dans les conclusions de ce séminaire-là, la France va revoir la politique de l'octroi des visas, que on mettra en place de meilleures conditions pour les immigrés, etc. Je pense que si c'était juste ces conclusions-là, le Premier ministre n'avait pas besoin donc de se déplacer avec quand même tout cet arsenal de ministres. Le problème est que soit le fond des discussions ne nous a pas été révélé, ou bien ça a été un non-sens donc de se déplacer avec 13 ministres pour parler donc de politique de visa et de politique d'immigration. Le problème est que depuis les indépendances, les pays africains ont toujours eu du mal à tirer profit de la coopération avec la France. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on voit. Comment se fait-il que depuis 1960, quand même, la France a mis la main sur l'économie donc des pays africains, que ce soit dans la gestion des ressources naturelles, que ce soit dans les infrastructures. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple du Sénégal, le monopole que la France a sur la téléphonie, sur le bâtiment, les travaux publics, etc., etc. C'est ce qui me fait dire que, au vu de ce que l'on voit aujourd'hui en face de nous, il est très difficile d'espérer tirer profit donc de ces coopérations, surtout dans ce contexte donc de pétrole et de gaz. Oui. Bakary, est-ce que le gouvernement africain et français prennent en compte ces données fondamentales qu'on perçoit de plus en plus en Afrique, des jeunes avec des mouvements sociaux, des mouvements de la société civile qui veulent aujourd'hui revoir ces rapports entre la France et nos pays? On a vu ce qui se passe au Togo, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ici au Sénégal, de plus en plus, avec Kémi Séba, entre autres. Le débat est reposé pour revoir les rapports. Est-ce que nos gouvernants aujourd'hui prennent en charge ces questions-là? Est-ce que eux-mêmes, la coopération internationale prend en compte ces dimensions-là? De plus en plus de jeunes qui sont frustrés, qui veulent plus d'indépendance, plus de liberté.
Absolument, je le crois du point de vue de certains gouvernements parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'ère des relations internationales où c'était la logique de puissance. On est aujourd'hui dans la logique d'influence. Et qu'aujourd'hui, ces pays-là, comme j'ai dit, ont un gros souci pour leur image. Et que ce souci-là les pousse à s'adapter, à se réadapter par rapport à cette société. On est dans la diplomatie du P2P, du people to people, de ce que pensent les individus. Il y a une opinion publique internationale avec la force des ONG, des mouvements sociaux qui aujourd'hui pèsent véritablement sur les grandes décisions sur le plan international. Ça, c'est sûr. Et nos politiques aussi n'ont pas le choix. Aujourd'hui, on pense à ce que disent les potentiels électeurs. Et je crois que c'est en ce sens-là que les mouvements sociaux, les ONG et certains mouvements sont d'une grande utilité pour le fonctionnement démocratique. Si l'on sait qu'on ne peut plus seulement se fier aux partis politiques qui ont fini par adopter une stratégie seulement de conquête du pouvoir et non de réflexion globale sur toutes ces questions-là. Mais là où vous posez la question de la stratégie, souvent je dis à mes étudiants, lorsque j'explique quelque chose, ils me disent oui, mais ça c'est la théorie du complot, certains pensent. Je leur dis, ne me parlez plus des complots des autres. Comment nous pourrons élaborer nos propres complots? C'est ça le problème. Parce que les autres, ils en feront. Et ils ont leurs intérêts, ils les défendent. À titre d'exemple, je prends un pays qui n'a pas plus de ressources que le Sénégal, qui a du phosphate, du poisson et un peu de tourisme. C'est le Maroc, qui a complètement intégré ses contraintes géopolitiques, sachant qu'au nord, il ne peut pas prétendre à grand-chose. À l'est, il y a l'ami algérien et en face, il y a l'océan Atlantique, qui a développé une politique vers l'Afrique, où il s'est seulement servi de quelque chose qu'on appelle le capital image, en nous vendant un pays de ressources spirituelles, en convertissant ce capital image en capital économique et diplomatique aujourd'hui. La Tigania, oui, ils en ont fait un stratégie de pénétration. C'est pourquoi d'ailleurs je parle de capital image, j'en profite. C'est pourquoi je fais appel à votre patron Youssou N'Dour aujourd'hui. Et je le dis très souvent, qu'il est temps qu'il use de son capital image aujourd'hui et l'investit dans la résolution des conflits et dans la médiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aura que certains pays ont, parce que chaque pays, en fait, met sur la place publique ce qu'il a de plus rayonnant. Et aujourd'hui, si aujourd'hui on a des personnalités, on en a sur le plan académique, avec Souleymane Bachir Diagne, on a de grands intellectuels, on a aujourd'hui des gens qui font le rayonnement de l'Afrique et du Sénégal. Mais il est temps que notre capital image soit converti en capital diplomatique. Les personnes sont éparpillées, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de club de réflexion sur ça. Alors que les pays normaux ont des think tanks. Mais les think tanks, on en a en Afrique. Mais ça dépend de la perception qu'on a. Lorsque un think tank, pour produire une recherche, on lui tape sur les doigts, et que si le même rapport est publié par l'Union européenne ou un autre think tank européen, on se l'approprie et on construit des policiers. Il y a un réel problème. C'est le gros complexe du nègre. Aujourd'hui, par rapport à cette question bien précise, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que nos pays, qu'on puisse savoir ce dont on a besoin, surtout la stratégie du Sénégal par rapport à cette offensive française, chinoise aussi, marocaine, dans nos terres? Oui, vous savez, Général de Gaulle avait lancé une phrase, et c'est une phrase qui est toujours d'actualité. Quand il disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts à défendre. Aujourd'hui, vous prenez les relations internationales, les relations géopolitiques. Sur la scène internationale, les États agissent uniquement dans le but de préserver leurs ressources, leur intérêt. Aujourd'hui, le Sénégal fait l'attraction en ce sens que il y a la découverte donc des ressources de pétrole et du gaz qui aiguisent les appétits donc des autres puissances. Donc forcément, les années à venir, le Sénégal sera un centre donc de confrontation des ambitions de ces grandes puissances. Y a-t-il réflexion? Il n'y a pas de réflexion, malheureusement, pour anticiper donc l'éventualité de ces chocs des ambitions entre les grandes puissances. Et ces chocs des ambitions entre les grandes puissances peuvent être destructifs, parce que pour défendre leurs intérêts, les grandes puissances n'hésiteront pas à faire recours quitte à leur puissance militaire. C'est ça le problème. Donc c'est ce qui fait que nos pays peuvent être un terrain de jeu. Non, ils sont déjà un terrain de jeu aujourd'hui. Tout ce que l'on voit en termes donc de négociation, en termes donc on est encore à la phase de prospection.
Le jour où les gens se rendront compte que les ressources en pétrole que l'on dit est effectivement réelle et que la quantité est réelle, en ce moment-là, on verra justement que les choses vont changer. Il y aura un choc des ambitions, mais direct entre ces grandes puissances qui sont intéressées par cette gestion du pétrole. Donc, d'où la nécessité donc des pouvoirs publics d'anticiper, de mettre en place un cadre de réflexion pour une gestion efficace donc de ces ressources, sans pour autant que l'avenir donc des générations futures ne soit plombé. Bakary. Si l'on sait qu'aujourd'hui, avec 40 milliards de barils, la seule Afrique de l'Ouest représente 30% de la production africaine de pétrole et qu'à l'exception du Burkina, tous les autres pays sont en train, du Cap-Vert, de mener des opérations pétrolières. Je pense qu'il y aura un transfert de ces enjeux-là vers l'Afrique, d'autant plus que l'accès au pétrole africain est beaucoup plus facilité. Il faut seulement 2 semaines pour que le pétrole ouest-africain regagne les États-Unis. Alors il en faut 6 semaines pour ce qui est du Moyen-Orient avec les tensions. Je pense qu'il est temps que l'Afrique sorte de la stratégie seulement, ou en tout cas de la réflexion sur la victimisation, mais propose des alternatives et construit une stratégie inclusive en mettant au devant nos propres préoccupations et nos priorités. Nous étions avec Bakary Samb, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et Mamadou Hadi Dème, docteur en sciences politiques et aussi chercheur, spécial des questions politiques, partis politiques et armés. À la technique, Abdoulaye Diop, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Same if I lose you, my heart will be broken.